Donc on va voyager un petit peu pour le voyage dont on vous a parlé, c'est-à-dire que nous sommes allés en Nouvelle-Calédonie sur une grande partie du mois de novembre. Ça a été un long voyage d'études, hein, ça nous change effectivement des sessions, même extraordinaires qui durent une semaine. Donc ce fut long. Bien sûr, comme ça a duré près de 20 jours, en 30 minutes, vous avez donc une minute par jour, en gros. Donc, on ne va pas effectivement tout voir. Donc, je vous invite à lire prochainement le journal de botanique où le compte-rendu de ce voyage sera publié et on aura tout le détail des listes de plantes. Vous verrez que c'est très, très riche. Beaucoup ici savent quand même où se situe la Nouvelle-Calédonie. Donc au large de l'Australie, c'est pas gros comparé à l'Australie. Et donc à 1300 km de l'Australie, donc dans l'océan, donc c'est très très loin. Diapo suivante. Donc c'est un long voyage donc qui nous emmène sur un archipel. Donc où vous avez l'île principale qui est la Grande Terre, puis vous avez 3 petites îles sur le côté. Ouvéa, Lifou, Marais, qui font partie des îles Loyauté. Donc tout ça appartient toujours à la France, vous le savez. Vous avez en haut à droite cet archipel, et puis vous voyez la limite du domaine maritime qui du coup est énorme du fait de cet archipel. Et l'ensemble, vous voyez à gauche, est découpé en différentes communes, avec la Grande Terre qui, elle, est découpée en 2 à peu près à moitié, avec la province sud et la province nord. Et ils y tiennent beaucoup. Ceux qui sont de la province nord ne sont pas de la province sud. Diapo suivante. Donc c'est un long voyage puisqu'il faut aller complètement de l'autre côté. Il y a plus de 20 heures de vol. Donc nous, on l'a fait en 3 étapes. Il faut au moins de toute façon 2 longs courriers pour y aller. Donc même si sur une carte ça paraît comme ça, le vivre c'est autre chose. Donc on a eu un premier vol qui nous a emmenés à Taïwan. Diapo suivante. De Taïwan, nous avons été à Singapour, et de Singapour, diapo suivante, nous sommes allés donc jusqu'à Nouvelle-Calédonie. Donc on a la tête un peu à l'envers, si on peut dire. Quand on arrive, on a un décalage qui est de 12 heures quasiment, hein, c'est 11 heures. Donc midi c'est minuit, quand vous vous levez, vous avez plutôt normalement, c'est l'heure de prendre le dîner. Donc il y a un petit moment de calage. Bon, heureusement on a vu des bons conseils, mais bon voilà, le voir sur une carte et le vivre, c'est quand même 2 choses, et donc c'est quand même beau d'aller à l'autre bout du monde. On a un bon bilan carbone, mais en tout cas le voyage en valait le coup, sachant que c'est des secteurs où la Société botanique de France est allée plusieurs fois, puisqu'on a eu un voyage d'études en Australie, un voyage d'études en Nouvelle-Zélande et un en Tasmanie. Donc décidément, on aime bien aller se promener par là. Diapo suivante. Alors le voyage a été organisé comme... Oui, vous pouvez l'applaudir parce que c'est un sacré boulot. Donc là, Anne-Marie était aidée bien sûr par Terres Oubliées, donc l'agence de voyage Excursia qui a vraiment fait un boulot formidable. D'autant que bien quand on est sur place et qu'on veut prendre un rendez-vous, on s'aperçoit qu'il y a une façon locale des rendez-vous qui est... Bon, j'ai eu, moi, quelques coulisses de rendez-vous qui n'étaient pas encore calés. On ne savait pas si on nous avait bien confirmé l'hôtel encore ou si il y avait des éléments qui étaient vraiment très flous. Donc, merci Anne-Marie pour tout le travail de logistique derrière, avec, bien sûr, l'agence de voyage, bien sûr. Puis, l'aspect scientifique, l'ensemble du programme était donc, fait au petit cordeau par Arnaud Mouly, qui nous a effectivement gâtés, puisqu'il nous a emmenés sur l'ensemble, on va dire, des types de végétation qu'on pouvait voir sur cet archipel. Donc en restant globalement sur Grande Terre, on verra qu'on a voyagé un peu plus loin quand même. Et donc il est bien sûr allé, lui, au préalable sur la Nouvelle-Calédonie pour nous préparer le voyage. Donc il a eu tout un pré-voyage déjà, rien que pour nous, pour aller tout caler les choses,
parce que je ne vous présenterai pas les hébergements, c'est pas le lieu de la... Je vais vous faire rêver plutôt avec des paysages et quelques plantes, mais derrière, il y avait quand même toute une logistique à être sûr qu'un groupe, on pouvait l'emmener. Il y avait des endroits où, effectivement, quand on veut aller voir de la végétation assez loin, bah, du coup, les hébergements n'existent pas vraiment, et donc, du coup, on n'a pas pu aller avec un grand groupe. Donc, le groupe était limité essentiellement pour ça. Donc, j'espère que ça vous donnera envie d'y retourner, et puis vous aurez le compte-rendu pour vous aider à découvrir les plantes. Donc Arnaud ne s'est pas ménagé. Là, on l'aura presque piégé au milieu en train d'en planter une et de l'arroser pour nous faire croire qu'on allait la trouver, mais on verra un peu plus loin pourquoi il est comme ça en train d'arroser une petite plante. Puis à droite, vous voyez que bon, il n'a pas l'air de bien reconnaître les plantes locales. Il y a une raison à ça. Diapo suivante. En fait, la Nouvelle-Calédonie est un hotspot de la biodiversité, donc animal et végétal. Et pour ce qui nous intéresse du végétal, il y a eu un gros phénomène de spéciation, tout simplement parce que c'est une île vraie, c'est-à-dire que c'est une île océanique éloignée de toute terre. Je vous ai dit que le plus proche, Brisbane, c'est 1300 km. Donc, ce qui explique que l'éloignement permet à un certain nombre d'espèces d'évoluer, et donc on ne les retrouvera pas ailleurs. Donc, c'est un des premiers éléments qui explique la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Le deuxième point, c'est que en fait, elle appartient à un 8e continent, on l'oublie souvent, la Zélandia, que vous voyez à gauche délimitée, et qui a la particularité de ce continent d'être quasiment submergé entièrement, avec uniquement la Nouvelle-Zélande au plein centre. Et puis tout au nord, on voit un petit bout de la Nouvelle-Calédonie qui ressort, mais l'essentiel de ce continent est sous l'eau. Et quand on regarde à droite, bien effectivement, l'époque du Gondwana, où tout était encore fusionné, on voit effectivement près de l'Australie un petit bout de choses là, mais qui fait partie de ce continent qui devrait émerger. Et donc, en tout cas, qui faisait partie du Gondwana. Donc, c'est un des éléments qui fait qu'on a une richesse un peu particulière avec des fonds qui restent communs, et on le voit avec des études scientifiques qui montrent qu'on retrouve des choses communes du Gondwana, donc avec des flores qu'on retrouve effectivement en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Et donc, c'est un autre élément de la richesse particulière de la Nouvelle-Calédonie. Diapo suivante. Toujours sur cette approche du Gondwana et de son détachement. En fait, donc, ça fait très longtemps que le 8e continent s'est dégagé de là et qu'il a flotté un peu au loin, et que la Nouvelle-Calédonie est isolée. Ça, c'est un point important, c'est que il ne suffit pas d'être loin, mais il faut être longtemps éloigné d'une terre pour pouvoir avoir des phénomènes de spéciation, et qui fait qu'on a une richesse tout à fait particulière. Donc vous voyez que ça fait déjà beaucoup d'arguments qui font qu'on a un hotspot à cet endroit-là. Et puis la dernière chose, diapo suivante, c'est qu'il y a, et ça je passerai très vite là-dessus, vous trouverez des articles récents entiers, je vous en ai pris un qui date un peu, ça date de 2005, mais parce que là les schémas ils étaient assez schématiques pour pouvoir vous le présenter rapidement. Donc la Nouvelle-Calédonie est sur Norfolk Ridge, donc c'est ce que vous voyez, c'est le bout de ce continent qui flotte. Et puis il y a subduction, donc au A on a 55 millions d'années, au B qui est juste en dessous, donc il y a un phénomène de subduction, la plaque plonge, la plaque océanique plonge, et puis phénomène particulier, bon alors du coup il se casse en C, à peu près vers 44 millions d'années. Mais ce qui est curieux après cette cassure, c'est que ça va en marche arrière, on pourrait dire. Et on a un phénomène, diapo suivante, d'obduction. Alors moi, j'avoue que j'ai appris le terme, je ne le connaissais pas. Pourtant, en géologie, j'avais suivi pas mal de choses. Donc, cette particularité fait que, du si peu que vous avez vu de schématique, il y a une partie de la croûte océanique qui s'est retrouvée à remonter et à être perchée sur ce caillou. Et donc, on retrouve des éléments à la fois à l'ouest, puisque là c'est orienté est-ouest, et puis à l'est, et puis on comprend aussi la formation de l'arc volcanique des îles Loyauté, donc on comprend leur situation. Actuellement toujours le tapis roulant qui fait que les îles là, commencent à plonger, donc il y en a une, donc il y a l'augmentation du niveau de la mer, mais il va y avoir aussi la plongée de la première île, et puis la particularité c'est que la plus à l'ouest, elle est sur le bombement, puisque quand on plie la plaque, il y a un effet de bombement, donc là actuellement elle ressort. Donc on trouve des falaises sur le côté est. Donc si on en revient à la Nouvelle-Calédonie, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement on a des couches
de roches qui sont tout à fait particulières. C'est le schéma que vous avez en bas. Donc ce que vous voyez en vert et en rouge, diapo suivante, vous allez le voir sur la carte où on retrouve toutes ces zones géologiques vertes et rouges qui sont des roches tout à fait... alors c'est les vertes qui nous intéressent, excusez-moi, qui sont donc des roches ultramafiques, très riches, et qui vont expliquer toute l'activité minière qu'on a encore actuellement, toute la richesse. Et là, Florence Lestrade pourra vous faire conférence, puisqu'elle nous en a fait quand on était sur place. Et donc, toutes ces zones vertes, c'est là où on va retrouver une végétation tout à fait particulière. Et donc, vous voyez de la particularité de ces roches qui s'ajoute à tout ce que je vous ai présenté précédemment, fait que non seulement on a un hotspot, mais on ne va pas avoir une situation uniforme sur l'ensemble de l'île en fonction des terrains qui sont très très différents, et notamment ces roches ultramafiques qui fait qu'il y a pas beaucoup de plantes qui supportent ça, donc on a des végétations tout à fait particulières, et vous verrez, c'est ce que je vais appeler le maquis minier. Diapo suivante. Et la dernière chose, donc le relief vient sur cette richesse impliquer les choses, et les vents qui sont des alizés forcément dans zone tropicale au milieu de l'océan Pacifique, et donc ces vents d'est-sud-est vont rencontrer ce relief, et donc vous allez avoir une phase qui va être arrosée et puis une phase qui va être sèche. Donc tout ce qui va être à l'ouest va avoir tendance à être des milieux qu'on dit secs, même si vous verrez qu'il arrive de pleuvoir. Et puis les reliefs qui sont à l'est, qui font toute la côte est, eux sont arrosés, c'est là où on trouvera les forêts humides. Diapo suivante. Et donc forcément, dans ce hotspot, on comprend la tête d'Arnaud maintenant, parce que c'est très difficile de s'en sortir. Au total de décrites, actuellement, on a donc 3261 espèces de végétaux qui ont été décrits. Sur un territoire, je vous ai rappelé les dimensions, 400 km sur 50 km, c'est pas gros, hein, si vous le remettez là, vous dites attendez, 50 km là c'est pas loin, je le mets sur 400. Bon, il y a une diversité, vous voyez, le nom de hotspot n'a pas été volé, d'ailleurs c'est le troisième au rang mondial, après Hawaï et la Nouvelle-Zélande. On trouve donc un taux d'endémisme, au vu de ce que je vous ai expliqué, qui est très très élevé, on l'estime à peu près aux 3/4. Donc tout ce que vous voyez n'existe que là. Comprenez du coup que quand on met les pieds là, on voit que des choses nouvelles, donc c'est magnifique pour ça. Pour ça, je voulais une introduction sur ce point-là, parce que le point fort, c'est l'endémisme, et l'association qu'on a rencontrée, qui travaille beaucoup au point de vue botanique, s'appelle Endemia, pour cette raison-là. Et donc, on en est à décrire en moyenne, au rythme actuel, une plante par mois. Et Arnaud fait partie de ces personnes qui en décrivent, il travaille sur les rubiacées. Et s'il nous a emmenés là, c'est parce que c'est son terrain de travail, parmi d'autres régions du monde où il travaille sur les rubiacées. Et forcément, des fois, on découvre des choses nouvelles. Donc pendant notre voyage, et j'espère que du coup, dans le compte-rendu, on aura la possibilité de mettre, celle-là, on n'a pas pu y mettre de nom, il y a à creuser, etc. Et on dépose l'ensemble de nos clichés, de nos noms sur un site sur lequel va aussi Endemia. Et donc sur lequel ils vont continuer à voir où on les a rencontrés, voir s'il y en a à nommer ou pas. Donc nous, on n'a pas tout nommé, c'est sûr. On a eu des moments où effectivement, regarder un certain nombre de plantes. Et puis Arnaud est spécialiste des rubiacées, pas de tous les groupes. On a été accueillis par un certain nombre de personnes qui nous ont aidés à décrire ça. Donc voilà, la tête d'Arnaud, elle est justifiée. On est sur un terrain où il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Diapo suivante. Alors, entrons dans notre voyage. Donc 2 jours de voyage, donc nous sommes au J3. Le 3e jour, donc nous arrivons donc à Nouméa, nous attaquons nos premières investigations botaniques. Donc c'est tout de suite à Nouméa, sur une petite colline qu'on appelle Wentoro, le diapo suivante. Et donc nous allions découvrir la forêt sèche. Et donc, on s'est fait saucer, donc c'était pas si sec que ça. Et par contre, le paysage était tout de suite beau. Les noms qu'on a eus, on a commencé à être un peu, tout de suite mis dans le bain avec des familles qu'on connaissait pas, etc. Heureusement, on avait quelques familles qu'on connaissait. Diapo suivante. Mais même quand on connaît la famille, on avait du mal à les reconnaître. Là, typiquement, c'est un arbre. Hein. Là, vous avez Oxera sulfurea. Et donc il lamiacée, je vous avoue que moi j'aurais pas dit lamiacée quand je l'ai vu. Donc non seulement les familles qu'on connaît, on a du mal à les reconnaître. Les rubiacées, là on en aura vu beaucoup et c'est loin, très très loin de nos gaillets. Bon, ça on le savait, on avait été prévenus. Mais même ensuite, toutes les plantes qu'on voit, effectivement, vous allez avoir des familles endémiques, des gens endémiques. Donc on est paumé, mais on y allait pour ça, pour le plaisir de les découvrir.
Diapo suivante. Donc, le quatrième jour, nous avons migré vers l'ouest de Nouméa, de l'autre côté, donc sur Yaté, là où il y a un parc de la rivière Bleue. Diapo suivante. Donc nous avons tout de suite rentré dans le vif du sujet. Donc là, par exemple, on voit tout le groupe en train de travailler, en train de regarder certaines espèces, et là, on est en train de trouver notre chemin dans une formation de fougères, Michel. Donc j'espère qu'on a mis le bon nom, Parablechnum corbassonii. Tu la connais? Non, non. Oh. Bah alors ça, alors, tu vois. Diapo suivante. Donc d'autres belles choses, une myrtacée, Xanthostoma orientiacus, une diapositive. Alors là, chaque participant m'a envoyé son lot de photos préférées. Et donc du coup, à chaque fois, je vous ai mis qui avait fait la photo. Donc je ne le dirai pas à chaque fois, mais bon, à chaque fois, j'ai essayé de reprendre ce qu'on m'avait envoyé. Donc toujours à cet endroit, une clusiacée, donc Montrousiera sphéroidea. Diapo suivante. Et donc le cinquième jour, nous sommes allés tout au grand sud, donc tout au sud de l'île. Alors vous vous rappelez de la carte de géologie, donc dans un secteur à roche ultramafique, donc là où il y a les grosses mines en activité. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'y aller, puisque sinon je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose par là en termes d'accès. Et donc on a suivi d'énormes pistes, d'énormes engins des mines, et donc ce qui nous a permis d'accéder assez loin jusqu'au bout. Donc diapo suivante, on a vu quelques belles choses, donc par exemple un épintès, donc de vieillardie. La particularité là, c'est qu'en plus on l'a vu en fleurs, donc moi j'avoue que je connaissais bien les népintès avec leurs feuilles transformées en urnes, mais le voir en fleurs, ça n'était pas courant pour moi, donc ça fait partie des choses qui étaient des belles découvertes. Poursuite du Grand Sud. Diapo suivante, voilà. Donc on a fini la journée à ce qu'on appelle les chutes de la Madeleine qu'on voit au fond. Le temps était toujours aussi maussade. Pourtant c'est l'île de l'éternel printemps, mais on arrivait, je pense, je ne sais pas, on avait une perturbation qui nous suivait. Et là vous avez ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'en vous parlant d'endémisme, du fait de cette grande variété de sols, et de situations de microclimat avec des zones arrosées, pas arrosées, etc. Il y a une multitude en fait de biotopes, et ce qui fait qu'on va trouver une multitude de micro-endémiques. Donc souvent, quand on se retrouve à un endroit, on pense reconnaître quelque chose, et en fait, c'est une autre espèce proche, et donc qui à chaque fois est décrite comme une micro-endémique. Et donc, alors on manque peut-être aussi de données de terrain, mais généralement, on connaît l'espèce que sur un massif. Puis c'est tout, quand on voit ailleurs, on ne la trouve pas. Donc là, c'est une des micro-endémiques qu'on trouve là dans l'aval des chutes de la Madeleine. C'est une podocarpacée, et c'est Dacrydium guillaumini. Diapo suivante. Donc vous voyez qu'il faisait beau. On a tout le groupe là, on a vu quand même de belles choses. Bon, pour les macros, pour faire des photos, c'était pas forcément tout à fait bien, mais bon. Diapo suivante. Donc notre sixième jour, nous avons migré un peu plus vers le nord, vers Boulou-Paris, et pour aller un peu plus sur la montagne, là, et donc dans un écogîte, et donc où nous y avons dormi, et ce qui nous a permis de faire 2 jours sur place. Donc le sixième jour, nous sommes partis, on va dire, longer une rivière, la rivière Ouachoué, donc qui était tout près du gîte, mais qui nous a permis de faire une excursion dans la ripisylve, toujours avec le beau temps. On était quand même du côté sec là, jusque-là. Donc c'est pas pédagogique. Diapo suivante. Et on a eu la chance de voir... alors, ce que tous les guides, quand on prend des guides de vulgarisation, vous annoncent comme le truc qu'il faut absolument voir. Donc c'est effectivement un genre endémique, Kemptenkoukas, que je vous ai mis en bas à gauche. Et elle s'appelle désormais Ixora margarete. Et donc c'est une rubiacée, donc typiquement ce sur quoi travaille Arnaud, c'est lui qui l'a renommé, qui nous a enlevé le Kemptenkatipia. Mais tout le monde localement connaît cette plante, elle est sur les cartes postales, etc. Donc on la reconnaît à sa coliflorie, bien sûr. Et nous, on l'a vu en fruit, donc c'est ce que vous avez là, mais on a retrouvé une fleur. Bon, on a triché, on l'a remise dessus pour qu'elle soit bien, mais en tout cas, c'est une toute splendeur. Diapo suivante.
Donc le lendemain, on a attaqué l'ascension. On n'a pas allé très loin. Par contre, c'était super parce que Arnaud nous avait préparé un transect qui permettait de franchir différents types de roches et de voir le changement de végétation. Donc ça, quand vous lirez le compte-rendu, vous verrez que c'était, franchement, en phytosociaux, là, ça serait très net, puisqu'on changeait vraiment de cortège, c'était visuel, en quelques mètres, on n'avait plus les mêmes et on continuait. On avait toujours le beau temps, mais ça nous a permis de voir un peu plus loin et de voir de belles choses quand même ce jour-là. Diapo suivante. Donc du coup, nous avons migré à nouveau vers le nord. Donc pour rejoindre... alors, la particularité de ces reliefs, c'est que pour certains, sont complètement aplanis, et donc oui, il se forme une cuirasse. Et donc, c'était ça qui était intéressant ce jour-là, c'était de partir du bas où il y avait un sentier botanique, et puis de grimper donc, jusqu'au plateau de Thia. Donc, diapo suivante. Donc ça, en bas, dans le jardin, dans le sentier botanique, on a vu une multitude de choses. L'avantage, c'est que là, en plus, il y avait des petits panneaux qui nous aidaient quand ils n'étaient pas abîmés. Mais on a vu vraiment de très belles plantes sur tout le parcours en bas. Je ne sais pas, au moins une quarantaine, facile. Donc là, je vous ai mis une protéacée, le Grevillea mesnieri. Diapo suivante. Donc pour les plus vaillants, sont arrivés à mi-parcours. Donc on n'était pas encore au niveau de la cuirasse qui était tout en haut. Diapo suivante. Tout en haut, on était récompensé déjà par la vue. Donc on avait vu sur toute la côte. Donc là, ça, les premières images, je dirais, où on commençait à avoir un beau paysage parce qu'on savait qu'on était un peu sous la pluie. Donc là, c'était de toute beauté quand on était en haut. Et donc ce que vous voyez un peu pelé à droite, en fait, n'est pas pelé du tout. Hein, c'est bien sa forme normale. Elle forme ses feuilles tout au sommet. C'est une Araliacée. Donc c'est un genre, ça par contre... qu'on connaît assez facilement. Polycias, alors je ne vous ai pas mis le nom d'espèce parce qu'il y a un débat encore, parce qu'il faut savoir qu'on travaille encore actuellement à déposer nos photos et on travaille sur le compte-rendu. Donc Arnaud on a déjà écrit plusieurs journées. Il y a eu pratiquement tout le monde qui a déposé ses photos, sauf moi pour l'instant, mais je ne vais pas tarder à le faire. Et donc de tout ça, je pense qu'on aura vraiment un compte-rendu très très riche. Et pour le coup, là, c'est un voyage d'études, c'est-à-dire qu'il y aura derrière des choses certainement intéressantes à sortir de tout ce qu'on a visité, grâce à Arnaud. Diapo suivante. Donc, dans les choses qu'il y avait à voir tout en haut, des choses que Arnaud avait nommées. Alors, on parle pareil de micro-endémiques, c'est les seules stations qu'on connaît. Alors, ça ressemble à une sorte de petit buis, on va dire. Voilà, c'est pas bien haut, ça fait 1 mètre de haut. Ça fait des petites fleurs en trompette, il n'y en avait pas beaucoup, là. Et donc, un cyclophyllum... TNC, donc du plateau de Thia. Voilà, on ne le connaît que de là. Et puis à droite, vous avez une hélocarpacée, donc du Bouzetia codiculata. Donc pareil, ça, il fallait monter au niveau de la cuirasse pour le voir. Et puis nous sommes redescendus. Diapo suivante. Pendant ce temps-là, dans notre groupe, on avait la chance d'avoir Didier Lestrade, qui, lui, n'est pas botaniste, mais qui adore la nature et a fait énormément de photos d'animaux, d'oiseaux, etc. Donc je vous ai glissé quelques-unes de ces photos, même si le voyage était botanique, on se régalait tous, chacun avec nos plaisirs. Donc là, effectivement, un ou une misomèle. Alors je crois qu'il m'a mis mais une misomèle, je crois, donc de Nouvelle-Calédonie. En tout cas, c'est tout beau. Diapo suivante. Alors là, nous avons fait un grand saut. Nous avons fait une grande journée de route, en fait, pour atteindre l'extrémité nord de l'île, toujours sur la côte ouest, pour arriver près de la région de Koumak. Et vous voyez qu'il y a un dernier petit monticule, et sur la carte de géologie tout à l'heure, j'aurais dû vous faire la remarque, attention, il y a des petits points verts là, qui se prolongent jusqu'au bout, et c'est le dernier petit point de vert qui est le massif de Thiebagui. Et donc, diapo suivante. Et donc, il y a aussi une zone exploitée. Et donc, la chance, là, c'est qu'on a une association qui a sauvé un village qui était en ruine, on peut dire, et qu'ils ont tout refait. Donc là, on avait la chance d'avoir le président qui nous recevait, donc qui est de l'association de sauvegarde du patrimoine minier historique de Nouvelle-Calédonie. Non, mais il y avait Nord.
Je sais qu'il y avait Nord, puisqu'il y tenait vraiment. Bon, peut-être. Donc en tout cas, on a été reçus comme des rois, voilà. Donc pour la visite d'ensemble des installations, donc ça sortait un peu de la botanique, mais c'était fort intéressant, puisqu'il y avait un musée aussi avec toutes les roches, etc. Donc vraiment, ça a été passionnant. Diapo suivante. Et c'est là où on nous a fait l'honneur de marquer la visite de la Société botanique de France. Et donc, en cet honneur, on a eu le droit de planter deux arbres pas courants. Et donc, vous voyez Arnaud et notre secrétaire général en train d'arroser le plan et planter officiellement. Et donc, l'association va mettre un petit panneau après pour dire que la Société botanique de France est venue jusque-là. Donc, c'était le petit moment cérémonial, mais qui était vraiment très sympa. Diapo suivante. Donc on a poursuivi après la visite du village bien sur le haut, donc dans le maquis minier. Donc ça ressemble à ça, le maquis minier. Alors là vous avez l'ancienne mine, mais le maquis minier c'est ce que vous avez devant. Donc vous verrez beaucoup de photos où je vous montrerai où c'est ça, donc où on voit les couches très rouges et puis la végétation qui ressemble vraiment à un maquis, très très riche avec beaucoup de choses dedans. Diapo suivante. Donc, en fin de journée, quand on est redescendu de tout ça, après avoir vu beaucoup de choses, on a vu un truc splendide, la lumière en plus commençait à être soleil couchant. Donc, une rubiacée. Moi, j'aurais jamais dit rubiacée, mais bon, ben voilà. Et de toute beauté, c'est vraiment une plante de jardin, on pourrait dire. Donc, Thioliera papinoi, voilà, de Papineau. C'est vraiment splendide. Et donc avec la vue sur tous les massifs qu'on voit au loin, alors qu'ils ne sont plus des roches ultramafiques, hein, qui sont d'autres roches, puisque là on est justement sur le massif qui est en roche ultramafique, là, de Tiabagui. Diapo suivante. Et une des dernières choses vraiment sur le parcours en redescendant, il fallait absolument qu'on trouve une plante qui s'appelle le sang bleu, parce que bah, du coup, comme on est sur des roches ultramafiques, eh bien, là, c'est du cobalt hein, qui colore. Non, c'est quoi? Nickel. Je savais que j'allais pas la faire, donc j'étais sous surveillance. Le nickel, donc qui accumule, et donc d'où la couleur bleue de sa sève. Donc une sapotacée Pycnandra acuminata. Donc on a eu du mal à la trouver. On peut dire qu'ils avaient amené du matériel chenilloir pour qu'on en ait et qu'on fasse couler le latex pour montrer qu'effectivement la sève était bleue. Donc toute beauté. Voilà, puis des paysages maintenant qui sont à couper le souffle. Là, vous allez avoir des belles diapositives. Diapo suivante. Donc nous n'étions pas tout à fait au nord, puisqu'il restait une petite pointe pour aller à Poum. Et donc de Koumak, nous sommes allés une journée jusqu'à Poum, jusqu'au bout, jusqu'à la pointe. Et là, on a fait de la végétation littorale, diapo suivante, donc et mangroves. Et donc il y en a quelques-uns qui sont allés récolter des échantillons un peu plus loin, diapo suivante, pour pouvoir nommer. Donc bien sûr, qui dit mangrove dit palétuvier. Donc Rhizophoracées, alors il y a plusieurs genres, hein, mais donc Rhizophora est vraiment commun avec ses racines échasses dans les mangroves. Et donc ce qui est le plus structurant des mangroves en Nouvelle-Calédonie, c'est cette espèce-là, Rhizophora stylosa. Mais je ne sais plus, il y a à peu près 5 ou 6 espèces de palétuviers en Nouvelle-Calédonie en fonction où on se trouve. Donc voilà, diapo suivante. Et puis bah, Didier, pendant ce temps-là, regardait quelques petites plantes, quelques petits animaux, excusez-moi, et donc un périophthalme, donc dans la famille des gobidés. Diapo suivante. Alors, nous avons eu vraiment un botaniste du cru qui nous a suivis, ou qui est vraiment d'une gentillesse fabuleuse et qui a vraiment été une belle rencontre, donc Didier Fleureau. J'ai pas remis le nom, mais il me semblait que je l'avais mis ailleurs. Bon. Et donc là, on avait fait une photo, ça c'était obligé, puisque avec Arnaud, ils avaient publié tous les deux dans Sonia pour cette espèce. Donc on les a pris. Ce qu'ils ont entre deux, c'est l'Ospermum nomac, donc forcément une rubiacée, puisque c'est la spécialité d'Arnaud. Et donc très très fiers de poser devant la plante qu'ils ont nommée. Et donc bah, pareil, elle n'est connue que dans cet endroit-là. Je me répète, mais voilà, encore une micro-endémique. On peut dire que lui, il parcourt vraiment, si nous, on se baladait quelques heures, lui, il passe son temps à ça. On ne peut pas dire autrement, je ne sais plus s'il est sur Endémia je crois c'est à 6000 observations avec mise en herbier. Il doit avoir 3000 parts d'herbier. Enfin voilà, c'est un monstre. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui rigole pas. Voilà, donc il est d'autant plus détendu qu'il est à l'aise avec tout ça. Et donc bah, il disait qu'il ne voyait nulle part ailleurs. Hein. Diapo suivante.
Dans les belles choses qui ont clôturé la journée, alors ça, on était encore dans la nature avant d'aller à un dernier, je dirais, adieu d'accueil, si je puis dire ça comme ça. Donc une très très belle inflorescence qui fait à peu près cette taille-là, une trentaine de centimètres. Donc c'est énorme, il ne faut pas le voir petit, et donc une bignoniacée. Des Planchea sessilifolia. Diapo suivante. Et donc, on est allé ensuite à une école. Donc là, c'était une espèce plantée, mais quelque chose de rarissime. Donc une malvacée, Acropogon jaffrei, et donc qui était au perché, mais où on s'est battu pour faire des belles photos. Et là, c'est Patrick Regli qui a fait celle-ci. Diapo suivante. Donc c'est une journée forcément très riche. Hein. La journée haute, on a migré un peu plus donc, vers l'est maintenant. Donc on redescend sur la côte est maintenant, on n'a fait que de l'ouest pour l'instant. Donc on était sur les parties sèches, on va basculer sur l'humide. Et là, il nous fallait prendre une traversée qui traverse la chaîne centrale, on va dire. Et on a fait un arrêt, diapo suivante. Alors non, juste avant de partir, excusez, on a fait les touristes. Non, c'était bien. C'est que j'ai oublié de le dire sur la diapo précédente. C'est que juste avant de partir, on a été quand même faire les touristes et il y avait la baie des Tortues qui était juste à côté et qui est vraiment toute splendeur. C'est pas là? Je dis une bêtise? C'est pas là qu'elle est la baie des Tortues? Ah non, c'est à Pouet. C'est à Pouet. Ouais, c'est plus bas. Bon, je ne l'ai pas placé au bon endroit, la photo. Voilà. Mais bon, en tout cas, regardez là. Voilà. Il y a un moment, avant de repartir sur la traversée, on a fait ça. Oui, c'est quand on redescendait à Nouméa qu'on... Exact, ouais. Je la replacerai plus tard. D'accord. Diapo suivante. Donc, sur notre route, nous sommes arrêtés aux Roches Notre-Dame. Massif calcaire, donc avec un relief tout à fait particulier. C'était très très chouette. Il y avait un petit sentier qui nous permettait de monter, on va dire, à 100 mètres de haut. C'était pas très haut, donc on a vu encore des belles choses. Ce qui était chouette, c'était tous ces ficus là, avec les racines qui dégringolaient des falaises. Puis là, on a Agnès qui est dans cette jungle. Diapo suivante. Donc tout ça pour rejoindre Yengen, sur la côte est, diapo suivante. Donc, de tout ce que je vous ai présenté, en fait, c'est des choses où on allait sur des terrains forcément préparés à l'avance, donc où on savait où Arnaud savait que ça allait être accessible en menant un groupe. Bien sûr, il aurait aimé nous emmener dans plein d'endroits magnifiques, et notamment tout ce qui était forêt humide en altitude. Il y a des endroits où même il était prévu qu'on aille, mais c'était fermé. Il faut savoir que les territoires Kayak demandent des autorisations pour y accéder, et que quand on est avec un groupe, on ne peut pas le faire trop à l'avance, il faut le faire au dernier moment. Donc si vous y allez, vous avez la liberté de tenter le coup. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais quand on est avec un groupe, on ne peut pas se permettre de dire on va essayer de voir quelque chose. Et puis là, le coup de bol, c'est que de l'hôtel, on a rencontré des gens, et Arnaud a été les voir pour savoir du coup si c'était possible. Et nous avons eu l'autorisation. En termes de végétation, on était dans quelque chose de dire agroforestier. C'était leur utilité, leur jardin. Sauf que moi, j'avoue que je ne voyais pas le jardin. Hein, c'était luxuriant et j'avais du mal à croire que tout était planté là. Mais en fait, vraiment, c'était à la fois le jardin et la pharmacie, hein, puisqu'il y avait beaucoup de plantes dont ils se servaient aussi à des fins médicales. Donc, on allait jusqu'à un endroit qui était tabou, où on ne pouvait normalement pas accéder. Donc, sous leur haute surveillance, avec leur gentillesse, ils nous ont emmenés jusque-là. Et la particularité qui était drôle là, c'est qu'effectivement, dans la grotte que nous avons traversée, il y avait des chauves-souris, des grosses roussettes. Et Didier a réussi à faire une belle photo de très loin sur une qui s'était accrochée un peu plus loin en nous regardant. Diapo suivante. Donc, beaucoup d'endroits qu'on aurait peut-être pu visiter, mais quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, oui, il y a ce qu'on appelle faire la coutume. Et donc, si vous voulez accéder à certains endroits, vous allez voir le chef de tribu. Et puis, contre une petite rétribution, on vous autorise à y aller. Puis, bon, on vous accompagne. Mais dans la tradition, de toute façon, c'est un échange de cadeaux. Donc, normalement, ils vous font aussi un cadeau. Donc, quand les sites sont très visités, ça persiste. Donc du coup, ça devient juste une contribution qu'on donne et il n'y a plus du tout la présentation de la coutume. Donc si vous y allez, il y a plein d'endroits où vous pourrez aller, mais il faut, j'irai demander l'autorisation, ça va de soi. Et après, l'autre élément qui empêche un peu de visiter, c'est par contre là, sans trop de négociations, c'est tous les espaces qui sont miniers et qui là sont quasi interdits d'accès, et sans, même en montrant patte blanche, il y a des endroits où eux savent que des choses sont menacées, ne peuvent pas y accéder.
Tout ça parce que il y a la mainmise des grosses compagnies minières. Donc on est revenu sur la côte ouest en longeant toute la côte est sur une grande journée de voiture et de traversée. Diapo suivante. Donc où nous étions en convoi, des beaux paysages. Alors cela c'est plutôt de la forêt dégradée. En fait, effectivement, quand on voyageait, on s'apercevait que ce qu'on allait voir avec Arnaud était souvent des petits joyaux préservés. D'ailleurs, il râlait assez quand on regardait autre chose, parce qu'il voulait nous montrer des micro-endémiques, des choses superbes. Et puis de temps en temps, nous on s'extasiait sur des trucs qui étaient plantés et qui étaient... voilà, mais bon, voilà, c'est le défaut du botaniste. Quand il voit des belles fleurs, il veut les regarder. Mais bon, lui, il disait, vous n'allez pas encore vous extasier sur un truc moche comme ça. Donc là, par exemple, on voit plein d'albizia. Donc voilà, il y avait des paysages qui étaient beaux, mais complètement dégradés, où on n'a pas du tout les végétations d'origine, c'est des situations très dégradées. Et même la forêt sèche, par exemple, sur des grands espaces agricoles, ont été complètement pelés. Et donc dès le début, le premier jour, quand on est allé à Wentoro, ça fait partie des choses qui sont préservées, avec des derniers bouts de forêt sèche qui peuvent être vus. Alors que la forêt humide, il y a de la superficie encore, mais côté forêt sèche, tout ça a été transformé côté agricole. Diapo suivante. Donc nous sommes arrivés donc près de Bourail. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis un truc là, mais donc le premier jour qu'on était en place près de Bourail, le groupe est allé au parc des Grandes Fougères à Farino. Donc diapo suivante, accueilli par son directeur et accompagnateur. Donc Jacques Bordon connaissait très bien. Le monde est petit parfois. Diapo suivante. Donc qui dit parc Grande Fougère, forcément il y avait des Grandes Fougères. C'était l'occasion de faire photo de groupe. Diapo suivante. Des belles choses, il n'y avait pas que des fougères. Il y avait aussi par exemple des orchidées. Donc là un Dipodium punctatum var squamatum. Donc j'ai fait vérifier tout à l'heure à Arnaud, mais c'était une détermination de Catherine Blanchon. Diapo suivante. Mais c'est tout bon. Donc voilà, hein, il y a eu du travail. Autre chose, bien sûr, rubiacée. Voilà, on n'y a pas échappé. Très belle. Donc Psychotria gabriele. Diapo suivante. Et donc une star aussi de la botanique, l'Amborella trichopoda, donc qu'ils ont la chance de voir en allant au parc des Grandes Fougères. Alors je crois que c'était pas vraiment dans l'espace sauvage, c'était plus un endroit qui était une pépinière, je crois, hein, c'est ça. Diapo suivante. Et donc c'est de là qu'il y avait la baie aux tortues. C'est quand vous... Donc la diapo de tout à l'heure à ce place-là, c'est qu'on est parti de Bourail. On a fait juste avant notre grand retour sur Nouméa, là la route est longue, hein, on est passé par la baie des Tortues. Donc voilà, c'est là où se situait la baie des Tortues. Diapo suivante. Donc là, le voyage, on va dire qu'il était presque terminé, sauf qu'on allait se refaire une petite incursion sur une île pour aller se régaler, parce que d'un point de vue botanique, et l'endroit est paradisiaque. Donc on avait du temps libre un peu sur Nouméa. Et donc là, c'est Jacques Bordon qui a voulu absolument aller au parc forestier, parce qu'il savait qu'il y avait le cagou. Donc dans les oiseaux, les raretés, c'est un peu comme les dodos et autres kiwis. Voilà, donc à la Nouvelle-Calédonie, on a le cagou. Le cagou qui est donc un rhinochétidé. Voilà, rhinochétidé. Jean-Baptiste. Diapo suivante. Le cagou. Tu connaissais pas le cagou? Ah bah là, mais il faut aller là, hein, c'est pas ailleurs. Ils volent pas. Hein, j'ai oublié de dire, c'est pour ça que je citais les autres oiseaux. Là, c'est bien sûr qu'ils ne volent pas. Et donc il s'est fait bouffer par les chats, par tout ce qu'on a introduit, comme partout sur les îles. Hein. Je vous le dis pas, mais bon, on a des gros problèmes d'invasifs, forcément. Hein, que les thématiques qu'on aborde, elles se répètent sur toutes les îles. Et donc le dernier élément du voyage était d'aller jusqu'à l'île des Pins. Donc on a repris un dernier vol avant de rentrer pour aller sur une île paradisiaque. Alors après, les autres îles sont très belles aussi, et Ouvéa fait partie aussi des destinations, donc ils sont réputés être les plus proches du paradis. Mais c'est vrai que c'est très très beau, donc nous voilà partis pour l'île des Pins. Alors c'était normalement programme libre, et puis tout compte fait, on a quand même organisé 2-3 choses, mais normalement chacun vaquait à ses occupations. Et donc là où nous étions très près de la petite colline qui fait, on va dire, je ne sais pas, 150 mètres de haut, quelque chose comme ça, sur
sur l'île des Pins, et donc qui a permis à ceux qui le voulaient d'aller grimper. Et donc là, c'est une photo de Didier ou de toi, je ne sais pas, des deux en tout cas, depuis le haut sur donc les fameux pins colonnaires. L'île des Pins vient de là, donc qui est un araucaria, hein, qui n'est pas un pin, et donc qui fait ces paysages si singuliers de la Nouvelle-Calédonie. Alors cette espèce a été après plantée partout, donc vous la voyez en bord de route, voilà, on la trouve partout, mais là où elle pousse naturellement, c'est ça. Donc quand on y est arrivé, qu'on était parti sur le Grand Sud, dès qu'on a atteint le littoral, c'était aussi pour voir ça. Donc, dès que vous arrivez sur le littoral, la rocarie caractéristique, c'est celui-là. Et donc, pin colonnaire, qu'on dit, donc c'est très mauvais de le dire comme ça. Et donc, l'île des pins, donc avec ses paysages et ses si belles. Diapo suivante. Donc, il y a eu quand même un peu de botanique. Chacun a vaqué ses occupations, mais il y a quand même encore de la botanique à ce moment-là. Donc, une orchidéacée, donc Calanthe triplicata. Diapo suivante. Et puis Arnaud nous avait proposé à la rigueur de faire un petit truc qui est proposé aux touristes quand on va là, une traversée de la lagune en pirogue. Donc on s'est tous chaussés et mis en tenue pour aller faire une balade en pirogue et d'aller voir d'autres choses jusqu'à une petite baie qui est réputée, qui est une piscine naturelle, la piscine naturelle d'Oro, donc en baie d'Oro. Et donc qui est effectivement magnifique. C'est vraiment un aquarium, quoi, donc avec une multitude de poissons. Diapo suivante. Et donc, on a continué à faire quand même un peu de botanique, parce qu'il y avait une traversée forestière entre la lagune et cette baie d'Oro. Et donc, Jacques Bordon, par exemple, nous a pris une belle photo. Alors là, tu la connais peut-être, Michel. C'est une Tectariacée. Ah, ça oui. Voilà. Donc, Arthropteris neocalédonica. Tu la connaissais, celle-là? Peut-être pas. La famille, oui, mais pas l'espèce, si. Diapo suivante. Et donc, pareil, des micro-endémiques, hein, de partout où on va. Donc là, vous allez sur l'île. Si vous allez sur cette petite colline, vous allez trouver des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs sur Grande Terre. Donc là, c'est Arnaud qui nous en met deux. Donc, Cerianthes germanii, une fabacée, donc qui n'existe que là au monde. Pour l'instant, on ne la connaît nulle part ailleurs que sur l'île des Pins, sur sa petite colline qui domine l'île. Et puis une Podocarpacée, Podocarpus colliculatus. Diapo suivante. Donc, fin du voyage, retour à Nouméa avant de rentrer chez nous. Diapo suivante. Et donc, j'ajoute juste un mot par rapport à ce voyage botanique. C'est que, effectivement, je vous ai dit que c'était un hotspot faune-flore, mais il faut savoir que la grosse diversité et ce qui fait l'attraction effectivement de l'archipel et en particulier de la Nouvelle-Calédonie, c'est son lagon, sa barrière de corail. La barrière de corail, c'est la deuxième au monde en kilomètres, en longueur, après la grande barrière de corail de l'Australie, qui est juste à côté. Et le lagon, lui, en revanche, est très vaste et c'est le premier au monde. Donc en fait, vous avez Grande Terre, vous avez une barrière qui est la deuxième barrière qui fait tout le tour. Du côté est, elle est un peu plus proche, donc on a l'habitude de voir ça en fait dès qu'on va sur des zones récifales, c'est-à-dire qu'il y a une zone bien plate, puis on voit le ressac au bout, au loin, dans le paysage sur la mer, qui correspond à la barrière de corail avec la houle. Bon, là, on avait du mal à la voir. C'est-à-dire que le lagon est tellement grand que de la rive, on a du mal à voir la ligne de houle au loin. Donc c'est un lagon qui est énorme et qui fait tout le tour de Grande Terre. Et donc je voulais dire juste un mot là-dessus parce qu'effectivement en termes de poissons, de coraux, etc., les espèces, c'est d'autant plus riche que ce qu'on trouve aussi sur la partie émergée. Diapo suivante. Donc retour à Nouméa, dernière journée avant de s'envoler. Diapo suivante. Et puis pour finir, je vous laisse rêver si vous y allez. C'était à l'île des Pins et c'est le genre de choses qu'on voit en carte postale et qu'on y est, on a du mal à se dire j'y suis. Il n'y a personne, je suis sur la plage, il y a des cocotiers, le sable est blanc. Il est blanc parce que c'est corallien, hein, voilà. Mais c'était vraiment donc un superbe voyage. On en a eu plein les yeux. Voilà, merci.